Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à Kujira. Kujira, une pépite venue du Japon, de l'archipel d'Okinawa. Donc déjà, merci à vous d'être présents et fidèles à ces webinaires que nous organisons avec Jeanne. On espère que vous êtes tous en bonne santé, préservés par l'épidémie. On espère que vous prenez plaisir toujours à nous suivre pour ces webinaires. On essaie de renouveler le plus possible les thématiques. En tout cas, voilà, on est très content de votre fidélité. On reçoit énormément de messages positifs, d'encouragement, donc ça fait plaisir à toute l'équipe. Voilà, et puis on espère que ça vous donne l'occasion aussi de sortir un petit peu du quotidien confiné et peut-être en apprendre un petit peu plus sur les spiritueux, en tout cas découvrir, à défaut de déguster, ça je sais bien que c'est c'est le seul petit élément qui manque à ces webinars, mais bon, écoutez, voilà, pour l'instant, on fait comme on peut. Alors, comme toujours, vous avez en bas à droite la possibilité de poser les questions. Le séminaire d'aujourd'hui, c'est moi qui vais l'animer parce que pour deux raisons. C'est que pour mes partenaires qui sont basés au Japon, il est 2h30 du matin. Non, peut-être pas 2h, oui, 3h du matin. Voilà, ça pour juste 2h30, je sais pas. Mais voilà. Non, en tout cas, il est tard et que l'autre petit bémol, c'est qu'il ne parle que japonais. Donc, comme moi, je ne parle pas japonais, du coup, quand on converse ensemble, on passe par un autre de mes partenaires qui, lui, est singapourien et japonais, donc il peut faire la traduction et ça. Donc, voilà, je vous laisse imaginer la complexité du truc. Voilà, donc on s'est dit, comme on connaît quand même assez bien cette marque, qu'on allait vous en parler ensemble avec Jeanne. Donc, je vais vous faire la présentation et Jeanne sera évidemment le relais, votre relais, posera toutes les questions que vous voulez sur cette marque et ce projet assez unique. Voilà, alors sans plus tarder, eh bien, parlons un petit peu de Kujira. Alors, Kujira, c'est un projet assez unique, un projet très original aussi, qui est né dans cette zone, dans cette région très particulière qu'on connaît peu, qui est l'archipel d'Okinawa. Alors, Okinawa, c'est connu surtout pour la guerre du Pacifique, pour ses bases américaines, pour son histoire un peu particulière, mais c'est au départ une partie du Japon, donc un archipel qui est un ensemble de 160 îles, donc seulement un tiers à peu près est habité, qui se situe à l'extrême sud du Japon, donc est presque plus proche de Taïwan que de l'île principale du Japon, et qui a toujours une histoire un petit peu, on va dire petit peu indépendante de celle du reste de l'archipel japonais, dans le sens où pendant très longtemps, pendant plus de 5 siècles, Okinawa était un royaume indépendant qui s'appelait le royaume du Ryukyu. Donc entre le 13e et le 19e siècle, ce royaume a été donc dirigé successivement par des monarques indépendants qui, à l'époque, étaient d'ailleurs avaient un lien de vassalité avec la Chine et non pas avec le Japon. Donc pendant toute cette période, cette partie du territoire, en tout cas cet archipel, a été influencé par la culture chinoise, notamment la dynastie Ming et Qing, pour les grands spécialistes de la culture chinoise. Voilà. Et donc c'est un archipel qui, évidemment, a eu... Ah, je crois qu'il y a un petit problème de... Attendez, je vous demande juste un instant, parce que je vois que j'ai un problème de... voilà, vous voyez toujours la Et c'est présentation? toujours bon. Ouais, c'est toujours bon. Ouais, j'ai un petit bug, bon, c'est pas grave. Euh, voilà, donc c'est aussi, alors l'autre caractéristique de cet archipel, c'est qu'il a une situation géographique euh, particulière. Étant situé tout au sud de l'archipel japonais, il bénéficie d'un climat subtropical, donc un climat très différent. Et donc influencé, un peu comme peut l'être par exemple Taïwan,
par les saisons sèches, saisons des pluies, par aussi malheureusement les typhons, hein, qui sont assez fréquents dans cette partie du monde. Et donc avec un niveau de précipitation assez élevé, des températures assez élevées, et donc un archipel qui bénéficie évidemment d'une pluviosité importante, d'une végétation assez abondante et luxuriante, et aussi de températures assez stables mais relativement élevées tout au long de l'année. Voilà. Donc c'est un endroit souvent décrit comme assez paradisiaque, hein, avec voilà, de jolies plages. Vous imaginez, hein, voilà, cet archipel d'îles, dont certaines inhabitées, avec des belles plages. Voilà, donc un endroit qui aujourd'hui, d'ailleurs, enfin aujourd'hui, on va dire hier, hein, jusqu'au mois de mars, vivait avec une grande partie de l'économie dépendante du tourisme, notamment du tourisme des Japonais. Et l'autre grande ressource de cet archipel, c'est évidemment l'agriculture, hein. C'est un endroit où pousse la canne à sucre, où pousse un certain nombre de plantes tropicales. Alors, pour reparler un petit peu de l'histoire, donc avant le XVe siècle, comme je vous le disais, cette partie du monde était sous influence chinoise, occupé par certaines dynasties chinoises, est devenu indépendant au 15e, pas au 13e, pardon, au 15e siècle, j'ai fait une erreur tout à l'heure, et jusqu'en 1890 où l'archipel de Ryukyu est annexé par le Japon, et c'est à partir de ce moment-là où démarre l'intégration culturelle au Japon. Alors évidemment, ce qu'on connaît plus d'Okinawa, c'est son histoire récente et notamment à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Okinawa est au centre de la guerre du Pacifique, évidemment marqué par les bombardements américains entre 1944 et 1945, et donc évidemment par l'occupation américaine à partir de l'après-guerre. Donc pendant de nombreuses années, je crois jusqu'en 1972, l'archipel d'Okinawa est sous tutelle américaine et donc dirigé entre guillemets par les Américains, qui installe un certain nombre de bases, et l'archipel reste l'un des territoires du Pacifique avec l'une des plus fortes présences militaires américains, alors qui évidemment s'est réduite au fur et à mesure des années, mais qui reste néanmoins extrêmement importante. De mémoire, j'ai lu une statistique comme quoi, à un moment donné, 20% du territoire de l'archipel était territoire militaire américain, entre des bases navales, bases aériennes, etc. Donc évidemment une forte influence américaine. Alors, Okinawa, c'est aussi un lieu privilégié pour l'observation des baleines, et le symbole d'Okinawa, c'est la baleine. Et d'ailleurs, ça nous amène donc directement à Kujira, puisque le symbole, le nom Kujira signifie baleine en japonais, et c'est bien sûr le symbole de cette marque. Voilà. Kujira. Alors les baleines du Pacifique viennent effectivement se reproduire l'été sur les rives d'Okinawa, et depuis toujours dans la culture de l'archipel, elles ont été associées à un symbole de paix, de sérénité, et aussi un symbole de liberté. Donc c'est assez naturellement que le projet Kujira dont on va vous parler s'est inspiré de ce symbole, pour cette idée un peu de renaissance de la culture de l'archipel d'Okinawa, de la culture de la distillation, et par cette idée aussi de puissance, de temporalité, une certaine majesté aussi, qui se traduisent dans la culture et la tradition qui a servi dont est issu directement le savoir-faire d'élaboration de ces whiskies. Voilà, donc Kujira, la baleine, que vous retrouvez sur le packaging de l'ensemble de la gamme Kujira. Alors, s'il n'y a pas de questions sur l'histoire, on va passer Non, il n'y a pas de directement. question pour le moment, François. Eh ben, super. On va passer directement à l'histoire de Kujira, donc du whisky
japonais, Ryukyu Whisky. Alors, première chose à savoir, c'est que Kujira, c'est un projet qui est né de la volonté de plusieurs distillateurs de l'archipel d'Okinawa de faire connaître leur savoir-faire en matière d'élaboration de whisky. Okinawa est connu depuis très très longtemps, notamment au Japon, pour la production d'un spiritueux qui s'appelle l'awamori, qui est un spiritueux traditionnel élaboré à base de riz, dont on va reparler, mais moins connu pour l'élaboration de son whisky. Alors, d'où est née cette production de whisky, en fait, cette volonté de produire un whisky? Elle est née évidemment de l'influence américaine. C'est-à-dire que avant donc depuis le 15e siècle, mais plus récemment, de manière plus large, au 19e siècle, s'est développée à Okinawa une tradition de distillation de l'awamori, donc qui est un spiritueux élaboré à base de riz. Alors, l'awamori, c'est quoi? C'est une distillation qui utilise, alors on va peut-être en parler après, ouais, j'anticipe un petit peu, ouais, qui est un spiritueux qui est élaboré à partir de riz. On va en parler un peu plus en détail hein, au niveau technique, et qui historiquement était soit non vieilli dans la plupart des cas, donc consommé tel quel, soit vieilli dans des sortes de jarres qu'on voit un petit peu sur la droite, on voit l'image suivante, voilà, qui pouvaient être entreposés ou semi-enterrés, hein. Donc des jarres qui n'apportaient rien à la moi, il y avait simplement le permettait de le conserver, mais il n'y avait pas évidemment d'échange avec la jarre, hein, c'est des jarres en terre cuite, mais qui pouvaient rester enfouies sous terre et certaines jusqu'à plus d'une centaine d'années. Donc cette tradition était très ancrée dans la culture d'Okinawa. Naturellement, ce stock d'anciennes jarres qui pouvaient exister encore au milieu du XXe siècle a été entièrement détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, et notamment par les bombardements. Donc à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des Américains, les Américains sont évidemment arrivés avec leur culture et notamment en apportant leur bourbon, leur whisky, voilà. Et donc l'ouverture que l'on pouvait connaître. Et c'est à partir de ce moment-là où les distillateurs d'Okinawa ont commencé à s'intéresser au whisky et un peu plus tard ont commencé à produire du whisky. Et donc Kujira est né de finalement ces deux influences, une influence séculaire, une tradition séculaire de distillation de l'awamori, donc spiritueux à base de riz, et l'influence américaine apportée par les GIs, qui est celle de l'élaboration de whisky et notamment du vieillissement en fût, et notamment en fût de Bourbon en particulier. Et donc c'est vraiment la fusion, la rencontre de ces deux cultures, de ces deux traditions, qui est à la genèse de Kujira. Et donc les premiers whiskies qui ont été distillés l'ont été en utilisant les techniques de distillation de l'awamori, hein, donc on va y revenir à base de riz, mais en les adaptant au vieillissement en fût, voilà, pour produire un whisky. Donc la première, alors évidemment, l'intention dès le départ a été à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché mondial du whisky japonais, hein, il y a 20 ans, 30 ans, 30 ans, quand les premières distillations ont lieu, c'était d'abord et en premier lieu à destination des Américains eux-mêmes, qui étaient stationnés sur place, hein. C'est le premier marché, on va dire, de ces whisky d'Okinawa, pardon, c'était les Américains eux-mêmes. Hein, donc voilà un petit peu pour la genèse de Kujira. Donc on voit, vous voyez sur cette photo, un petit peu certaines des jarres d'Awamori, qui est un spiritueux qui est toujours produit essentiellement évidemment pour le marché japonais, hein. On en trouve un petit peu à l'export, on en trouve un petit peu en France d'ailleurs, hein. C'est un spiritueux qui généralement titre moins de 40 degrés, puis titré 30 degrés, et qui la plupart du temps n'est pas vieilli. Alors, Kujira, donc beaucoup de questions, on pourra y revenir, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions sur l'appellation whisky ou l'appellation single grain, puisque le Kujira a cette particularité assez unique d'être élaboré à base de riz.
Alors, plusieurs choses. Effectivement, premièrement, le riz est une céréale. Dans la définition du whisky, alors il y a plusieurs, dans toutes les questions autour de la définition, il y a toujours deux réglementations à regarder. La première, c'est celle du pays producteur, en l'occurrence le Japon, et la seconde, c'est celle du pays consommateur. Au niveau du pays producteur, il y a effectivement une appellation aujourd'hui Ryukyu Whisky, qui est celle que vous retrouvez d'ailleurs sur la bouteille. D'accord. Et tout un travail qui est fait par les producteurs pour essayer de faire reconnaître l'appellation Ryukyu Whisky comme une appellation d'origine liée à donc Ryukyu, qui est l'ancien nom du royaume, enfin le nom du royaume d'ancien royaume d'Okinawa. En ce qui concerne la réglementation européenne, elle est relativement simple. Elle dit que voilà, il faut qu'un whisky soit distillé à partir d'une céréale, qui soit malté, qui soit vieilli un minimum de 3 ans dans des fûts. Voilà, j'oublie peut-être quelques autres éléments. Minimum 40 degrés. Voilà, ce sont les éléments principaux. Voilà. Alors, pourquoi Kujira est-il un whisky? D'abord parce que ça goûte whisky, donc ça c'est quand même le point principal, c'est que effectivement la dégustation, voilà, c'est un whisky qui est très original, unique, mais vraiment c'est un whisky quoi. C'est-à-dire que d'ailleurs dans la plupart des concours internationaux dans lesquels Kujira est présenté, il est généralement, il concourt, notamment je pense à l'international, le San Francisco Spirits Competition ou l'Internal One Spirits Competition, Kujira est présenté dans la même catégorie que les single malt japonais, hein, que ceux que vous connaissez, les fameux, les Yoichi, et autres grandes marques de whisky japonais. Ça, c'est une première chose. Alors, en ce qui concerne la réglementation européenne, effectivement, le riz est une céréale. Pour produire le whisky, l'amidon qui est contenu dans le riz doit être transformé en sucre, donc il y a un processus de maltage. Alors, il y a parfois débat effectivement sur le fait que l'utilisation de koji, comme on va le voir dans un instant, est un maltage ou pas. En l'occurrence, il y a une partie des céréales qui est aussi germée souvent dans le processus d'élaboration. Donc, on a une céréale qui est maltée et qui est vieillie ensuite un minimum de 3 ans. Donc là, en l'occurrence, on est entre 8 et 30 ans dans des fûts. Et là, en ce qui concerne Kojira, ce sont des fûts de Bourbon et fûts de sherry. Ça, c'est un point extrêmement important et qui est fondamental dans la définition du whisky. C'est que le distillat sorti de l'alambic est immédiatement mis en fût. Hein. C'est pas, on entend parfois, moi j'ai eu certaines questions parfois ou certains challenges, notamment de journalistes qui me disaient oui, mais c'est un awamori vieilli. Non, l'awamori, il est d'abord mis en jarre, d'accord, il est mis en jarre, il est jamais mis en fût. Et donc là, on n'est pas en présence d'un spiritueux qui aurait été mis en jarre, par exemple, pendant 10 ans et ensuite remis au fût. Absolument pas. C'est le distillat sorti d'alambic, dès sa sortie d'alambic, est mis en vieillissement en fût. 12 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc c'est vraiment effectivement un whisky au sens de sa définition. Alors, la matière première, c'est là où c'est intéressant, c'est que, et c'est ce qui rend Kujira unique, la matière utilisée est du riz. Alors en l'occurrence, le riz, vous voyez à droite, c'est une céréale. Hein, on voit je ne sais pas si on appelle ça des épis de riz. Hein. Je ne suis pas le grand spécialiste de la culture de riz. Il y a évidemment autant de sortes de riz différents. Les riz pour l'alimentation humaine, pour la production de saké, pour la production de whisky ou d'awamori sont des riz très différents. Pour la production de Kujira, les distillateurs utilisent le riz indica, qui est celui que vous avez tout à fait à gauche, qui est un riz long et relativement effilé, et qui pousse sur l'île d'Okinawa, mais pas en quantité suffisante pour toute la production, et donc qui est également importé de Thaïlande. Alors ça, nous qui sommes assez sensibles aux questions de développement durable, c'est aussi un élément important, c'est que c'est une production qui est relativement locale. Hein. Il faut savoir que bon, il n'y a pas d'orge maltais
au Japon. Donc, pour les whiskies, notamment les single malt japonais, l'orge maltais est souvent importé de très loin, parfois même d'Europe, hein, mais en tout cas d'assez loin. Là, on a une céréale qui est entre guillemets, plus locale, en tout cas, et qui est par ailleurs est traditionnelle puisque la distillation de ce riz, encore une fois, existe depuis le 15e siècle. Alors, la deuxième étape, qui est donc le maltage et la transformation d'amidon en sucre, est opérée par ce qu'on appelle le koji. Alors ça, c'est une technique qui est très répandue au Japon, mais qui est inconnue en Europe, qui consiste à répandre sur le riz une variété de riz sur laquelle a été cultivé un champignon. Et c'est ce champignon microscopique, appelé communément koji, qui va opérer la transformation, la saccharification, donc la transformation de l'amidon en sucre. Alors la variété de koji, il y a plusieurs types de koji, plusieurs types de champignons utilisés. Et la variété utilisée pour la production de kojira est sur l'île d'Okinawa, et le koji noir. Hein, donc c'est du riz indica avec un koji noir. Alors c'est là où le processus aussi est totalement unique. C'est ce qu'on appelle la double fermentation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le koji est répandu sur le riz et amorce le processus de transformation de l'amidon en sucre, au même moment, la fermentation va également démarrer. Il va être alimenté par l'ajout de levure. Et donc, on a un processus qui est simultané entre la transformation d'amidon en sucre et la transformation de sucre en alcool. Ce qui fait qu'au terme de ce double processus, le mou obtenu titre 18 degrés d'alcool. C'est un degré d'alcool nettement supérieur à ce qu'on va obtenir par le processus de maltage de l'orge, qui permet d'obtenir généralement un mou de 6 à 8 degrés. On parle souvent d'une bière, hein, communément de malt. Hein, donc quand on fait donc malter de l'orge par un processus de germination, puis on fermente les sucres par l'adjonction de levure, on obtient un mou généralement entre 6 et 8 degrés. Avec ce double processus pour le riz d'utilisation de koji et d'utilisation de levure pour la fermentation, on obtient un mou à 18 degrés. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet d'obtenir un spiritueux au terme d'une seule distillation. Donc on est sur quelque chose qui est complètement unique, qui là aussi, c'est important, rentre dans la définition du whisky. Hein. On pense toujours au whisky écossais, 2 distillations, irlandais, 3 distillations. Au terme de la réglementation de la définition du whisky, et qu'il faut au minimum une distillation. Et donc là, une seule distillation permet d'obtenir un distillat à 46 degrés. Voilà, donc ça c'est évidemment extrêmement intéressant parce qu'on va conserver au niveau de ces distillats un maximum des arômes primaires qui sont issus évidemment de la matière première et de la fermentation, hein, de la saccharification et de la fermentation. Voilà, donc c'est pour ça que vous retrouvez sur Kujira des notes extrêmement concentrées, des notes très fruitées, très végétales, voilà, qui sont vraiment issues de la matière première et de ce processus de fermentation. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, avant qu'on Oui, passe j'ai au des dites-moi? questions. Ouais. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on utilise à la fois le koji noir et les levures? Oui, absolument. On utilise le koji noir. Donc, il y a une première étape qui concerne à épandre le koji noir, à amorcer la transformation d'amidon en sucre. Et ensuite, on démarre la fermentation par l'adjonction de levure. Il faut savoir, je vous remontre peut-être, voilà, vous voyez là à droite, vous avez sur la photo un riz qui a été dégradé, entre guillemets, ou malté, si vous voulez, ou dégradé par l'adjonction de koji. Donc, vous avez toujours sur le riz
ces champignons microscopiques qui sont présents et qui vont continuer le processus. Et donc, on va rajouter les levures sans que le processus de saccharification, on va dire, hein, de maltage soit totalement terminé. Voilà. Si ça répond à la question. Oui, je pense. Et du coup, j'ai une deuxième question, François. C'est est-ce qu'il est dans les projets de l'explorateur du goût d'importer de l'awamori un jour pour avoir une complémentarité de gamme? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas une priorité. Voilà, parce que nous, on est. Alors c'est peut-être très personnel. C'est aussi probablement parce que j'ai travaillé très longtemps dans l'univers du whisky. Donc moi, quand j'ai découvert Kujira, moi j'ai un palais whisky. J'ai été assez séduit par par vraiment la complexité, la puissance voilà, du whisky. La Awamori, c'est quand même assez différent dans la mesure où c'est pas vieilli en fût. On n'a pas ce développement d'aromatique sur le côté épice, sur le côté très vanillé quand c'est du bourbon. Voilà, donc j'ai un peu moins de repères pour être tout à fait franc avec vous sur des purs Awamori. Mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'importer des Awamori issus de la même distillerie pour qu'on voit un peu la différence et puis qu'on puisse faire des dégustations qui soient intéressantes. C'est une bonne suggestion en tout cas. Du coup, c'était les seules questions que j'avais. Je te laisse continuer, François. Ouais, absolument. Alors on va parler du vieillissement. Donc c'est là où effectivement on a jusque à la distillation et à enfin la fermentation, la distillation, il y a pas de différence ou très peu de différence avec l'awamori. Hein. Alors les réglages sont pas exactement les mêmes au niveau de la distillation. Il y a aussi le fait que parfois aujourd'hui les distillateurs ajoutent un petit peu d'orge maltais ou de céréales de riz germé, parce que ça fait partie aussi des traditions qu'ont apporté, des traditions d'élaboration du whisky et de la connaissance qu'ont apporté les Américains et plus tard les distillateurs aussi de single malt japonais hein, dans l'élaboration du whisky. Mais à part quelques nuances qui sont vraiment infimes et qui font finalement peu d'influence sur le goût, on a quasiment la même, le même distillat que l'Awamori. Ensuite, par contre, la différence est vraiment extrêmement importante dans la mesure où ce distillat va être mis donc à bière en fût. Et donc là, on retrouve la tradition plutôt écossaise d'ailleurs qu'américaine, c'est-à-dire un vieillissement en fût de Bourbon et fût de sherry. Alors, la production de whisky à Okinawa a démarré véritablement à la fin des années 80 et a été influencée évidemment par les Américains, mais aussi par la connaissance de ce qui se faisait sur le continent japonais, notamment avec l'émergence et le développement des whisky japonais, en particulier des single malt japonais. Voilà, donc c'est à partir de la fin des années 80 que les distillateurs d'Okinawa ont commencé à sourcer, à acheter et à importer des fûts de Bourbon et de fûts de sherry pour faire vieillir leur whisky sous ce climat subtropical. Alors ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fascinant. C'est que vous mettez en fût un whisky, donc un distillat, pardon, qui titre 46 degrés. Et 8 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans après, vous avez toujours, vous avez à ce moment-là un whisky, hein, puisque plus de 3 ans ça vieillit, qui fait toujours aux alentours de 40 à 45 degrés. C'est quand même bizarre. C'est la magie, effectivement, du climat subtropical, c'est que vous avez une évaporation d'eau et d'alcool qui se fait à peu près au même rythme. Donc la part des anges est assez importante, hein, puisque vous avez, je crois que c'est un des distillateurs qui me disait qu'au bout de 20 ans, il restait à peu près 2/3 du volume du fût. Hein, donc il y a une part des anges qui est quand même assez importante, climat subtropical, mais avec une évaporation quasiment identique de l'alcool et
et de l'eau, ce qui fait que le degré alcoolique reste constant. Ça, c'est assez intéressant, ce qui est très différent du vieillissement continental, où en effet, on a généralement plus d'évaporation d'alcool que d'eau, et donc, naturellement, vous avez le degré, hein, en Écosse, vous mettez un whisky en fût à 60, allez, disons 65 degrés, 68 parfois, et vous obtenez, voilà, au bout de, je sais pas, au bout de 12 ans, on va avoir un spiritueux qui va être à 55 degrés. Enfin, ça dépend des fûts évidemment, hein, mais c'est à peu près ça, quoi. Voilà. Et donc, on a là aussi, au terme de ce vieillissement, évidemment, une concentration des arômes avec une maturation extrêmement prononcée, hein. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la couleur, si vous la voyez, du Kujira 30 ans. Voilà, c'est quelque chose assez, assez incroyable. Voilà, donc voilà pour ces spécificités. Donc on verra plus tard dans la suite de la présentation, il y a quelques photos des chais, notamment, qui vous permettront de voir. Donc voilà sur la méthode d'élaboration. Alors, Kujira, comme je vous le disais, est un partenariat entre 3 distilleries. Alors, c'est une spécificité. C'est que ces 3 distilleries ont voulu, chacune avec leur savoir-faire, remettre au goût du jour leur tradition de production de whisky. Alors pourquoi 3 distilleries? C'est que les stocks sont extrêmement restreints. Et c'est comme vous allez voir, on a aujourd'hui des expressions qui sont en volume extrêmement limité, pour certaines qui sont proposées aujourd'hui et qui, une fois les volumes écoulés, n'existeront plus. Voilà. Donc, quand même sur des produits extrêmement rares. Alors, premier Kujira 8 ans était élaboré par la distillerie Shinzato Shuzo, qui donc distille et assemble et vieillit le Kujira 8 ans, donc, qui est celui-ci. Voilà. Alors le 8 ans, c'est l'expression de Kujira, donc la plus jeune, et celle qui a vraiment une expression plus sur le caractère végétal, très équilibré, très doux, avec un nez extrêmement aromatique sur lequel on va avoir des notes presque florales, on trouve un petit peu de jasmin, etc. Mais on trouve aussi un peu de truffe blanche, on va retrouver ces notes un petit peu fermentaires aussi légèrement. Et évidemment derrière, on va avoir, alors c'est un vieillissement 6 ans fût de Bourbon et 2 ans fût de Sherry. Donc on va avoir une note assez intéressante sur l'épice, le côté un petit peu vanillé, mais surtout la pâte japonaise. Moi, bon, je trouve toujours fantastique dans les whisky japonais, c'est cet équilibre, une espèce je ne saurais même pas comment le décrire, mais quelque chose extrêmement doux, équilibré, toujours très fondu, aucune fausse note. On n'a pas des notes qui sont trop agressives, etc. On a toujours quelque chose qui est très ciselé, précis, quoi. Vraiment, je trouve, hein, de manière générale, c'est un point de vue personnel, mais dans énormément du whisky japonais. Alors, je parle des whisky japonais. On parle alors, on pourra reparler des blends parce que c'est un autre sujet, mais en tout cas des single malt ou des single grain comme celui-ci, des whisky de qualité ont toujours quelque chose d'extrêmement équilibré et fondu. Donc c'est vraiment ouais, beaucoup de délicatesse. Joli packaging, hein, je résiste pas au plaisir de vous montrer toujours cette belle étiquette en paille de riz qui rappelle évidemment avec le motif de la baleine. Donc Kujira, un whisky très intéressant à travailler aussi en association avec des mets, notamment sur des entrées, avec, je pense notamment à des asprès avec un côté un peu végétal, comme de l'asperge en ce moment, hein, de saison, avec un risotto aux asperges, avec le côté crémeux, etc. Hein, Jeanne, je crois que tu as testé ça, non? Non? Oui, j'ai testé il y a pas Oui. très longtemps. Si, si, Ouais. oui. Ouais, non. Kujira 8 ans et risotto aux asperges, là, c'est voilà, le bonheur. Avec quelques champignons, c'est exceptionnel. Ouais, franchement, une tuerie. Alors, grande nouveauté depuis un mois. C'est arrivé pile au démarrage du confinement, super, le timing parfait. C'est Kujira 12 ans. Donc, Kujira 12 ans
produit par la distillerie Kumezen Shiozo, deuxième distillerie du projet Kujira, et qui assemble deux des références de Kujira, le 12 ans et le 20 ans. Alors, il y a une erreur sur ce slide, le 12 ans n'est pas un vieillissement fût de Bourbon, mais est un vieillissement intégral en fût de sherry. Donc fût de sherry et le roseau. Donc vous voyez naturellement, vous reconnaissez tout de suite la magnifique couleur. Je sais pas si on voit bien là, Jeanne, non, la couleur de Kujira 12 Si, ans. on voit bien la couleur, si. Voilà. Ouais, ouais. Donc, élaboré par le master distiller assez connu, hein, Yoichi Iga, donc parmi le monde des distillateurs enfin d'Okinawa. C'est une distillerie qui a été fondée en 1952 et qui a démarré la production de whisky il y a un peu plus de 20 ans. Hein, donc leur expression la plus ancienne est le 20 ans d'âge. Et donc ce 12 ans a été vieilli intégralement en fût de sherry. Donc on va avoir vraiment une expression pareil sur des notes toujours très délicates, très florales. Alors je me suis permis de me servir un petit verre. Voilà, je vais vraiment vous donner envie. Parce que là, on a à la fois le côté végétal, très léger, aérien, toujours du whisky de riz, mais avec un côté évidemment épice, un peu fruits secs, très voilà, extrêmement gourmand, presque un peu amande grillée aussi, incroyable de ce 12 ans sherry. Alors là, évidemment parfait sur des plats un petit peu plus sur des viandes, hein, par exemple. Moi, je verrais bien ça sur peut-être un canard, par exemple, hein, des viandes comme ça, ouais, je pense magret de canard, par exemple, avec ce côté un peu fruits secs. Aussi pas des viandes trop fortes, mais en tout cas, voilà, ce style où ça peut être sur du rôti de veau, des choses comme ça. Hein, ouais. Une longueur évidemment, toujours incroyable, et toujours cette petite note aussi légèrement truffée, un peu végétale, qui est apportée par évidemment la base utilisée, qui est le riz. Donc voilà, alors là on est sur une production extrêmement limitée, 8000 bouteilles, pardon, 9000 bouteilles pour le monde, 1500 en France, et il y en aura plus jamais. Voilà, après ça. Donc autant vous dire que on est sur une petite rareté, évidemment, avec un flacon toujours magnifique. Voilà, donc j'ai essayé d'en obtenir le plus possible pour vous, mais le volume sera, une fois qu'il sera vendu, il sera vendu. On passe au 20 ans. Alors le 20 ans, toujours une production de Commission Chiozo. Le 20 ans, là, on rentre évidemment dans un registre de whisky extrêmement âgé. Alors là, on est sur un vieillissement intégral en fût de Bourbon. Donc assez différent du 12 ans, d'abord évidemment par l'âge, mais aussi par ce côté encore plus subtil. Alors avec les années, les notes un petit peu végétales sont devenues. Alors il a gardé énormément de fraîcheur, mais se sont vraiment intégrés, et on va avoir quelque chose qui est difficile à décrire parce que extrêmement complexe. Hein. Quand on déguste le 20 ans, on a vraiment successivement une succession d'arômes, d'abord avec la fraîcheur, le côté végétal, presque un peu jasmin, un peu toujours un petit peu euh, herbe fraîche, qui va évoluer sur les épices, sur le côté un peu vanillé, etc., pour ensuite commencer à développer aussi des notes un petit peu cuir, un petit peu chêne aussi. Voilà, donc vraiment, on a des couches successives. Bah, évidemment, 20 ans d'âge, hein, il faut imaginer une complexité assez incroyable sur ce whisky, mais qui franchement, moi, m'a surpris par sa fraîcheur. Hein. C'est vraiment pour un whisky de 20 ans d'âge, on garde une vivacité, une fraîcheur, et donc quelque chose qui est un whisky assez intéressant. Moi, je pas sur des plats trop forts, hein, parce qu'on est sur un vieillissement de fût de Bourbon, mais pour la cuisine japonaise, je verrais bien sur des plats presque à base de aussi à base de poissons, voilà, sur ou à base de fruits de mer aussi.
on va avoir cet équilibre avec le côté un petit peu végétal, mais alors chose un petit peu poisson un peu plus gras hein, quand même, hein, cuisiné, hein, j'entends, hein. Pas forcément du carpaccio, hein, ouais. Mais voilà, je pense à du saumon ou des voilà, filets de bar un peu cuisinés aux herbes, etc. avec un coup de gin. Alors là, je pense qu'on est dans une belle association. Et pour finir, le Kujira 30 ans, petite pépite, là pareil, il y en aura plus après. Donc j'ai réussi à obtenir 130 bouteilles. Je pense qu'elles vont pas durer longtemps parce que malgré le confinement, il y en a déjà les 2 tiers qui sont partis, hein. Donc voilà. Et encore, on les distribue au compte-gouttes, hein. Donc c'est pour vous dire que on est quand même voilà sur le 20 ans d'ailleurs, ça commence à aussi même si les volumes étaient un peu moins limités à descendre. Voilà, alors je vous la montre, hein, la bouteille quand même, parce que là, on est vraiment sur l'exception. Voilà, un flacon magnifique dans son écran. Voilà, donc Kujira 30 ans, c'est une autre distillerie qui s'appelle Masaero Shuzo, qui est la distillerie pionnière dans l'élaboration de whisky, qui le propose. Donc édition limitée à effectivement 1999 bouteilles dans le monde. Voilà, moi je suis arrivé un peu plus tard, donc j'en ai eu un peu moins. Voilà, sur celui-ci. Et là, on a un vieillissement dans 3 types de fût de Bourbon, fût de Sherry et fût neuf, qui ont été évidemment sélectionnés avec plus grand soin. Donc, vous voyez les chais hein, des distilleries très, très modernes à la japonaise, hein, toujours très nickel. Et là, alors évidemment, on rentre dans une autre dimension en termes de complexité parce qu'on a, c'est presque difficile à décrire, on a vraiment des palettes incroyables sur des notes vraiment de bois. Alors là, c'est marqué vieux meuble en chêne, mais c'est vraiment ça, des notes très boisées, un peu épices, caramel, avec à la fois du fruit, mais du fruit très confit, côté presque tannique, effectivement, une persistance incroyable. Moi, je trouve quand même toujours encore des notes végétales, une petite pointe presque amande aussi. Voilà, donc des whisky très 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 complexes. À des degrés, hein, toujours. Vous voyez, là, on est sur 43 degrés, pareil sur le 20 ans 43 degrés. Donc, on me pose souvent la question, ah oui, mais pourquoi c'est pas des cast strengths, etc. Ben, c'est des quasi cast strengths, hein. C'est-à-dire que là, 43 degrés, je ne sais même pas s'il a été réduit parce que comme au départ, on a un distillé à 46 degrés, on est au degré d'embouteillage quasiment, quoi. Voilà, donc un petit joyau. Voilà. Ce Kujira 30 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Kujira, hein. Je parle, mais vous avez peut-être plein d'autres questions. Alors, effectivement, j'ai quelques questions, François. Alors, la première, c'est surtout une remarque Oui. sur le fait que au nez et en bouche, donc la personne qui a posté ce commentaire a l'impression d'être rentré dans une cave à champignons. Après, il habite à Saumur, donc il me dit que c'est peut-être pour ça. Euh, donc voilà, est-ce que c'est normal que justement il y a tous ces arômes de champignons qui nous arrivent au nez? Alors, c'est plus net sur le 8 ans, et ça l'est évidemment c'est beaucoup moins marqué au fur et à mesure qu'on avance dans les âges, parce que, et c'est tout à fait vrai, c'est que quand le, le riz est malté par l'adjonction de koji, le koji, comme je vous l'expliquais, c'est un substrat de riz sur lequel a été cultivé un champignon microscopique qui développe des notes un petit peu champignons et qui sont un peu plus marquées dans le 8 ans. Alors, c'est plutôt de l'ordre de. Moi, souvent, on a fait beaucoup de dégustations avec Kujira. Souvent, ce qui revient, c'est plutôt les notes un peu truffe blanche, notamment, que champignon de Paris. Hein, c'est pas, Non, c'est plutôt voilà, quelque chose de ouais, plus voilà, frais. ouais, c'est pas de champignon au sens moisissure, hein. D'ailleurs, par exemple, les 12 ans sous le nez. On a cette note légèrement, ouais, légèrement champignonnée, mais qui se confond dans un côté un peu végétal. On va avoir un peu ouais, un peu herbe fraîche, un peu
on pourrait dire jasmin, etc., et qui évolue ensuite vers l'amande, l'épice, etc. Mais ça fait partie, en fait, cet élément qu'on peut décrire comme le champignon ou la truffe ou la truffe blanche, ça fait partie effectivement des notes qui permettent d'identifier Kujira comme un whisky élaboré à base de riz. C'est typiquement une note qu'on ne va pas retrouver dans un single grain qui serait élaboré à partir, par exemple, de maïs ou de blé ou dans un single malt. Voilà, si j'ai répondu à la question. Je pense que c'est bon. Alors ensuite, j'ai quelqu'un qui me demande si c'est bien du papier de riz sur l'étiquette. Oui, alors tu peux peut-être répondre, Jeanne, parce que moi je suis pas spécialiste de ça. Je crois, Ah, je crois que c'est moi on m'a dit que c'était de la paille, ouais, du papier de riz élaboré à base de paille de riz. Mais alors comme je suis pas du tout, j'essaie de vous le montrer en gros, je sais pas si on le voit. Mais comme je suis pas du tout spécialiste des techniques d'élaboration, c'est effectivement un substrat qui est fait à partir de riz. Est-ce que c'est la paille de riz? Je suis pas sûre que ce soit de la paille parce que la paille n'a pas cette consistance au niveau du Non. papier. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une méthode pas du tout traditionnelle, enfin pas traditionnelle nous en Europe de ce qu'on fait. C'est pas industriel comme processus. Non. Donc pour le coup, c'est sûrement un papier qui est fait à la main. Et au niveau Ouais. du toucher, c'est vraiment très doux. Ah ouais, Ça c'est fait penser super. à ces papiers d'aquarelle japonaise. Enfin moi, c'est ce à quoi ça me Exactement. fait penser. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. On a ce côté un peu exactement aquarelle. Ouais. Voilà, on a l'aspect fibre en fait qui ressort et un toucher qui est très très doux, qui est très Mm. délicat. Ouais. Et du coup, j'ai la question sur le 30 ans. Est-ce que c'est également le même type de papier? Ah, et Alexandra vient de me préciser que c'est du papier washi. Donc nous avons le terme Washi, exact. voilà. Ah, voilà. Alors Merci non, le Alexandra. 30 ans, c'est un papier plus traditionnel, effectivement, qui a été utilisé par la Dissal. Alors c'est un joli papier très mat, mais qui n'est pas un papier de riz. Voilà, qui est un papier, une étiquette plus classique. La bouteille d'ailleurs est d'ailleurs différente aussi. Voilà, par contre, vous l'avez évidemment dans le magnifique voilà, écrin en bois. Mm. Et du coup, j'ai une dernière question, François, enfin pour le moment. Quel type de fromage peuvent s'accorder avec le 30 ans? Alors ça, c'est une bonne question. Alors sur le 30 ans, alors il faut y aller évidemment sur des fromages à pâte cuite et plutôt assez avec quand même pas mal de puissance. Alors moi, spontanément comme ça, je penserais plutôt à un vieux Gouda qui aurait développé un côté un peu caramel, mais avec pas mal d'intensité. Voilà, parce que Kujira 30 ans, il y a de la puissance, il y a beaucoup, beaucoup de longueur. Hein. Donc, ouais, vieux Gouda, moi, spontanément, j'irai assez volontiers là-dessus. D'autant qu'il y aura une belle analogie aussi avec la couleur. Hein. Vieux Gouda, il y a ce côté Mm. très profond, la couleur qu'on trouve Mm. sur le 30 ans. Voilà, ça pourrait être aussi quelques vieux comté, par exemple, ce type de fromage, mais vraiment pas de cuite et plutôt vieux. Ouais. Mm. Vieux Gouda, moi je resterai là-dessus. Ouais. Ok. Et j'ai une question qui vient de s'ajouter. Alors, la question c'est... Ah, je l'ai perdu, voilà. Quelle différence avec d'autres whisky japonais au niveau composition et arôme? Alors, les whiskies japonais, c'est très large hein, comme univers. Donc c'est difficile de comparer. On peut le comparer notamment au single malt. Alors il faut savoir que dans les whiskies japonais, dans les autres whiskies japonais qui sont pas élaborés à partir de riz, il y a vraiment deux grandes catégories. Il y a les blends japonais et il y a les single malt. Après, il y a il y a aussi les single malt, mais en gros, il y a ces deux grandes catégories. Les blends, au passage, attention, il y a aujourd'hui dans la réglementation japonaise, les blends de Japanese whisky peuvent être élaborés à partir de whisky distillés au Japon, mais aussi distillés ailleurs. Donc on trouve beaucoup de blends de Japanese whisky qui sont
des assemblages entre des whiskies produits au Japon et des whiskies produits notamment en Écosse ou au Canada ou dans d'autres pays, hein, et qui arrivent sous l'étiquette Blended Japanese Whisky. Donc, faut faire très attention à ce point-là. Nous, d'ailleurs, pour des raisons d'abord de transparence, d'éthique, mais aussi de développement durable, on a choisi de ne pas, même si on en a proposé 4 ou 5 d'ailleurs, de ne pas faire de Blended Japanese Whisky, parce qu'on estimait, qu'il n'y avait pas suffisamment de transparence, et surtout qu'un whisky qui a fait 20 000 km pour aller d'Écosse au Japon et pour revenir 20 000 km dans l'autre sens, en termes d'empreinte carbone, je vous laisse imaginer le résultat. Voilà. Donc c'est pas vraiment... déjà qu'un whisky qui vient du Japon, c'est pas super, mais quand il a voyagé 40 000 km, c'est encore moins bien. Bon. Donc ça, c'est une partie sur laquelle moi, on ne s'est pas positionné et qui nous intéresse moins. Ce qui est intéressant au Japon, c'est tout ce qui est single malt, et notamment les plus grandes maisons que vous connaissez, qui sont absolument somptueuses. Hein, tout le monde. Alors il y a aussi des blends, hein, Hibiki étant un blend, mais un blend un peu magique, hein, un vrai blend de whisky produit à partir des plus grandes distilleries de malt japonaises. Mais voilà, vous en avez évidemment beaucoup, vous connaissez. Voilà, Yamazaki. Yoichi, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Souvent, donc, ce sont des single malt, donc élaborés exclusivement à partir d'orge maltais, puisque le fondateur, le père du whisky japonais, Taketsuru, a fait ses armes en Écosse et a évidemment importé le savoir-faire japonais à la fin du XIXe siècle pour créer les premières distilleries de whisky japonais et créer ensuite aussi le groupe Nikka, hein, c'est lui qui est à l'origine de cette première distillerie et qui ensuite est devenu un groupe que vous connaissez tous et qui est le pionnier du whisky japonais. Et donc c'est en s'inspirant de ces techniques écossaises qu'il est évidemment été amené à produire des single malt. Donc on va retrouver dans les single malt japonais des caractéristiques de l'orge maltais, c'est-à-dire vraiment ce côté gourmand, cette rondeur, le côté un peu céréal, etc. Et évidemment, derrière, en fonction des types d'élaboration, le vieillissement fût de Bourbon notamment va apporter les notes un peu épices, vanillées, etc. On va avoir moins un côté végétal, qui est vraiment une spécificité de Kujira. Hein, on parlait tout à l'heure de notes un petit peu champignons, truffes blanches, ça c'est vraiment spécifique au whisky de riz. Le whisky de Malte, on va être plus sur des notes un peu vanille, un peu épices, mais la signature du whisky japonais, c'est toujours cet équilibre, cette rondeur, cette douceur, quelque chose d'extrêmement délicat, très précis, voilà, et qui a fait sa réputation. C'est pas pour rien que tout le monde se les arrache. Hein. C'est vraiment en termes de qualité, dans les single malt japonais, il y a parmi les meilleurs whisky au monde, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu de manière complète à la question. Je pense que c'est bon. On a deux dernières questions, François, on va pouvoir finir. Alors, la première, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, c'est est-il possible d'avoir un accord avec le Kujira 8 ans sur un type de cigare bien particulier? Ah, alors là, c'est vraiment une bonne question et ma réponse serait plutôt non, parce que souvent, les cigares, en fait, pour être un peu schématique, un cigare va toujours développer des notes un peu tertiaires, c'est un peu cuir, tabac, toute logique. Hein. Alors, on peut avoir des notes végétales, mais et souvent, un cigare, c'est quand même assez puissant. Donc, pour aller avec un cigare, il faut en face un spiritueux qui ait une certaine puissance. Donc, on va plutôt s'orienter vers des spiritueux qui sont plus âgés. Alors, si vraiment vous voulez associer un Kujira avec un cigare, ce serait plutôt le 30 ans pour ces notes un peu chêne, vieux bois. Voilà. Mais il faudrait aller sur un cigare un peu plus végétal. Après, je ne suis pas un grand connaisseur, mais plutôt des cigares cubains, voilà. Mais généralement, c'est pour ça qu'on recommande souvent des cigares avec soit des vieux cognacs, des vieux rhums, notamment, parce qu'il faut un côté, voilà, il faut y trouver des notes de cuir, tabac, sous-bois, des choses qui sont quand même assez développées et qu'on ne trouvera pas dans le Kujira 8 ans. Voilà. Et ce serait un peu dommage parce qu'on casserait un peu cette délicatesse et ce côté très, très aérien qu'on va quand même avoir dans le Kujira 8 ans.
Ok, merci beaucoup François. Du coup, j'ai une dernière question. Durant l'élevage, les fûts sont-ils houillés? La part des anges représente quel volume de perte sur un fût? Alors ça dépend effectivement des années. J'ai pas le pourcentage exact de part des anges. Je sais pas si Alexandra a une idée. Euh, Alors, Moi j'avais en mémoire 4 à 6% par an, mais non, il n'y a pas de où il y a. Et alors il peut y en avoir parce que attention, certains c'est oui et non. C'est-à-dire, ça dépend vraiment des fûts. C'est-à-dire que pour certains fûts qui rentrent dans les assemblages, les distillateurs ont utilisé le même fût du début à la fin. Par contre, certains des whiskies sont passés dans d'autres fûts. Par exemple, le 30 ans a été vieilli pour partie fût de Bourbon, fût de Sherry et fût neuf. Et il peut y avoir des passages successifs dans différents types de fûts. Il y a les deux techniques sont utilisées, c'est-à-dire assembler des whiskies qui ont été vieillis intégralement dans un type de fût, certains fûts de Bourbon et certains fûts de Sherry, d'accord, ou faire vieillir des whiskies successivement dans plusieurs types de fûts, d'accord, fût de Bourbon, puis ensuite fût de Sherry, ou fût de Bourbon, puis fût neuf, dans le cas du 30 ans. Hein, voilà, les deux techniques peuvent être utilisées. Voilà. Après, quelle expression Kujara a utilisé, quelle technique, ça fait évidemment partie des secrets de fabrication. Voilà. Ouais. Mais les deux techniques d'assemblage, hein, parce que c'est toujours des assemblages de plusieurs fûts, pas de plusieurs distilleries, mais plusieurs fûts, les deux techniques d'assemblage et de travail du bois existent. ok, merci beaucoup. J'ai Alexandra qui s'est juste permis de nous envoyer un type de cigare. Ah, voilà, Euh, spécialiste des cigares. Voilà, Voilà. donc le nom, je pense que je vais l'écorcher, je m'en excuse à l'avance. C'est Port Laranaga Panetelas. Voilà. Bon, les spécialistes auront reconnu, hein, Jeanne, hein, t'inquiète pas. Oui. Euh, Voilà. donc voilà, pour les curieux, je pense que ça doit être trouvable sur Internet. Si vous voulez en savoir plus à propos de ce cigare. Bon. Et bien voilà, bah, Voilà. écoutez, on arrive, je crois, au terme hein, de ce webinaire assez complet. Merci pour vos nombreuses questions hein, aujourd'hui. Voilà, il y avait beaucoup de questions. J'espère que ben, ces webinaires vous a fait découvrir un whisky vraiment, vraiment unique, vraiment exceptionnel et vraiment rare aussi. Voilà, on a de la chance d'avoir pu récupérer chez l'explorateur du goût, récupérer cette marque avant qu'elle soit des premiers hein, importés en Europe. Hein, donc voilà, je suis ravi d'avoir cette marque dans notre portefeuille. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions toujours. Hein, notre email contact@l'explorateurdugoût.com et bien sûr nos prochains webinaires, le prochain dès demain, Jeanne, avec Oui, Parkman's Gin, c'est ça? oui, Brockman, c'est ça. En plus, on Voilà. aura toute l'équipe au complet Voilà, pour une petite pour ça, donc séance ça va être top. gin and tonic. C'est Voilà. ça. Merci à vous. Bonne Merci à soirée tous. et à très vite.